S&P Global Ratings a baissé la note sur la dette à court et long terme de la République du Congo. Le pays bénéficiait déjà des notes B- et B avec des perspectives négatives, ce qui représentait le niveau le plus bas des dettes spéculatives sur lesquelles s'accumulent des entraves à un remboursement sûr. Brazzaville écope désormais des notes triple C+ et C qui sont caractéristiques d'une dette à risque élevé de non-remboursement. Cette nouvelle note pourrait rendre difficiles les discussions que le Congo mène actuellement avec ses créanciers commerciaux, aussi bien au niveau de la CEMAC qu'au niveau international. Il faut dire que S&P Global Ratings est la deuxième agence de notation à qualifier la dette du Congo de risquée. Au mois de juin dernier, Moody's avait déjà dégradé la note du pays à ultra spéculative. D'après des analystes, Brazzaville devrait renforcer la capacité à mobiliser des ressources en interne si elle veut s'en sortir. Une issue plutôt très limitée au regard du contexte politique qui pourrait être marqué par des tensions sociales dans le cadre de l'élection présidentielle prévue en 2021. D'après la représentation de la Banque mondiale à Madagascar, l'impact économique et fiscal de la crise de la Covid-19 dans ce pays sera très important en 2020 et pourrait inverser les progrès réalisés dans le passé en matière de réduction de la pauvreté et aggraver la fragilité. Face à ce constat, l'institution a approuvé le 3 septembre dernier une aide financière de 75 millions de dollars en faveur de la Grande Île. Ce financement devrait concrètement permettre de combler le déficit budgétaire de l'État, exacerbé par la hausse des dépenses sanitaires et la baisse des recettes dues au coronavirus. Il devrait également permettre de soutenir la mise en place de réformes visant à renforcer l'efficacité et la transparence de la réponse des autorités à la crise, ainsi que les efforts du gouvernement à sauver des vies, à protéger les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables et à préserver les emplois tout en mettant en œuvre des réformes politiques et en renforçant les institutions afin de jeter les bases d'une reprise sociale et économique plus forte. Rappelons que le pays a déjà bénéficié en juillet dernier d'un décaissement de 171,9 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Les exportations d'arachides non grillées au Sénégal ont atteint un niveau record en 2019, en atteignant environ 327 000 tonnes pour des recettes de 111,5 milliards de francs CFA. Des chiffres rendus publics par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie dans sa dernière note d'analyse sur le commerce extérieur. Ces chiffres traduisent une importante hausse aussi bien en volume qu'en valeur des exportations comparativement à l'année dernière, où un stock de 110 000 tonnes a été écoulé pour 39,5 milliards de francs CFA. Cette performance s'explique surtout par le dynamisme de la demande de son principal débouché, notamment la Chine, mais aussi de la part des industries de broyage pour l'obtention d'huile et de tourteaux, entrant dans la composition d'aliments pour animaux. La Chine devrait s'imposer en 2019-2020 comme le premier importateur mondial d'arachides, devant l'Union européenne avec des achats de 1,4 million de tonnes d'oléagineux, soit le tiers du commerce mondial. Le géant asiatique a notamment absorbé en 2019 plus de 97% des exportations sénégalaises d'arachides et est suivi par de nouveaux pays importateurs comme le Kenya, l'Afrique du Sud et le Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'organisent pour mieux faire valoir leurs intérêts sur le marché international du cacao. Dans cette dynamique, ils ont lancé un organisme régional dénommé Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana afin d'harmoniser leurs actions dans la filière cacao. Cette plateforme devrait permettre aux deux pays de promouvoir, de favoriser et de défendre leurs intérêts collectifs sur le marché international et dans les forums internationaux. L'organisation devrait également permettre d'harmoniser efficacement les différentes actions prévues dans le cadre du partenariat conclu depuis 2017 entre les deux pays pour peser sur le marché mondial qu'ils approvisionnent à 60%. Au nombre des points à harmoniser figure l'annonce simultanée du prix aux producteurs le 1er octobre de chaque année pour réduire les risques de contrebande à travers les frontières
et la promotion de la consommation de fèves dans les deux pays et en Afrique de l'Ouest. À ces points s'ajoute également la collaboration dans la lutte contre le travail des enfants et forcés dans la filière, ainsi que le renforcement des échanges entre le Centre national de recherche agronomique et l'Institut ghanéen de recherche sur le cacao. D'après les données de l'Organisation internationale du cacao, rendues publiques à travers un communiqué le 31 août dernier, un surplus de 42 000 tonnes de cacao est désormais attendu pour le compte de la saison 2019-2020 sur le marché mondial du cacao. Une situation excédentaire qui va à l'encontre d'un déficit de 80 000 tonnes précédemment prévu. Ce basculement du marché s'explique notamment par la révision à la baisse des volumes de broyage en raison de l'impact négatif du coronavirus sur les activités de transformation des industriels et sur les ventes de confiseries. Le volume de fèves traitées devrait ainsi s'établir à 4,63 millions de tonnes, soit une contraction de 149 000 tonnes par rapport au stock enregistré un an plus tôt. La production globale de fèves est pour sa part attendue à 4,72 millions de tonnes, soit 56 000 tonnes de moins qu'en 2018-2019. Le surplus annoncé par l'Organisation internationale du cacao devrait contribuer à entretenir la baisse des cours mondiaux de cacao. À la faveur d'un marché bien approvisionné, la tonne de la fève devrait valoir 1 475 livres à Londres d'ici la fin de l'année, soit 17% de moins qu'en 2019, d'après un panel de 11 négociants et analystes. La récolte de maïs au Zimbabwe devrait s'élever à 3,6 millions de tonnes au terme de la saison estivale 2020-2021, soit plus du quadruple du volume de la saison écoulée. D'après le gouvernement qui a fait cette annonce, ces estimations pourraient permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance. Une superficie de 1,5 million d'hectares devrait être ensemencée avec un rendement attendu de 2,4 tonnes par hectare. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays veut également miser sur de bonnes pluies qui devraient tomber de manière régulière selon les prévisions des services météorologiques. Si la production anticipée se concrétisait, le Zimbabwe pourrait largement atteindre l'autosuffisance, sa consommation se situe entre 1,8 et 2 millions de tonnes par an. Le pays pourrait également reconstituer ses stocks stratégiques qui ont été durement éprouvés ces 2 dernières saisons par la perturbation de la récolte en raison des mauvaises conditions météorologiques dominées par la sécheresse et un cyclone. Si des efforts considérables ont été accomplis par le gouvernement dans la fourniture de semences et d'engrais aux producteurs, plusieurs analystes restent cependant prudents face à cet optimisme des autorités zimbabwéennes par rapport aux prévisions de rendement. L'exportation du café reste dynamique en Ouganda. Les expéditions de ce produit ont totalisé au mois de juillet dernier plus de 543 200 sacs de 60 kg, soit 17,2% de plus que la saison précédente à la même période. Ce stock représente également, selon l'autorité ougandaise de développement du café, le plus haut niveau mensuel enregistré depuis la libéralisation de la filière il y a une trentaine d'années. Cette performance s'explique notamment par la hausse de la production liée à l'arrivée à maturité de nouveaux plants ainsi qu'à des conditions météorologiques plus favorables. L'activité des exportateurs a repris de plus belle après le relâchement par les autorités des mesures de confinement liées à la pandémie du coronavirus. L'autorité ougandaise de développement du café indique que le pays a au total exporté 5,18 millions de sacs de café pour des recettes de plus de 500 millions de dollars sur la période allant d'août 2019 à juillet 2020 contre 4,23 millions de sacs un an plus tôt pour une recette de plus de 418 millions de dollars. L'Ouganda, faut-il le rappeler, est le second producteur africain de café et le premier exportateur de fèves du continent. Selon le ministre ougandais du Tourisme, Godfrey Subi Kiwanda, plus de 2 milliards de dollars de recettes touristiques pourraient échapper aux caisses de l'État en 2020. L'anticipation de ces pertes importantes pour l'économie du pays
est due aux restrictions de transport mises en œuvre partout dans le monde pour freiner la propagation du coronavirus. L'Ouganda, qui dépend fortement des touristes étrangers pour attirer des devises étrangères, a vu sa manne touristique fondre ces derniers mois, notamment en raison de la rapide propagation de la pandémie dans le monde. Même si le gouvernement envisage de rouvrir ses frontières aériennes dans le cadre de l'assouplissement des mesures restrictives, il faudrait encore plusieurs mois pour voir le secteur touristique ougandais revenir à son niveau d'avant le coronavirus. L'annonce intervient quelques mois après la déclaration du président Yoweri Museveni indiquant que son pays s'attendait à perdre plus de $1 milliard de revenus touristiques par an. D'après le FMI, la diminution du flux de touristes en Ouganda devrait faire chuter de 54% les recettes touristiques prévues pour l'année fiscale 2019-2020 et de 52% celles de l'exercice suivant. Le paiement a été positivement accueilli par l'agence de notation Moody's qui a révisé ses perspectives sur la capacité de remboursement du Cameroun de négative à stable. Le pays a en effet récemment respecté son engagement à payer les intérêts sur ses eurobonds d'un montant global de $750 millions émis en 2015. Le montant de ce remboursement est estimé à $36 millions. Ce paiement est intervenu dans un contexte où le pays traverse des moments difficiles sur le plan économique. D'après des sources du milieu international des investissements, les autorités camerounaises seraient en train de mener une réflexion avec l'accompagnement du Fonds monétaire international pour effectuer un refinancement de son eurobond. L'objectif de cette démarche est de repousser les échéances de remboursement du montant principal de $750 millions de cet emprunt international. À partir du 19 novembre 2020, le Cameroun devra en effet effectuer un premier versement équivalent à $250 millions pour le remboursement de ce montant principal. Mais avec des exportations en baisse dans un contexte de crise sanitaire de Covid-19, il n'est pas certain que le pays respecte l'échéance du paiement.